Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Kevin Roche. Salut Kevin, comment ça va? Salut, ben ça va très bien, merci beaucoup. Bah Merci à écoute, toi. merci d'être là, hein. Tu sais que je suis content de t'avoir enfin sur la chaîne là. Eh Depuis le ben temps c'est que gentil. voilà, depuis le temps que tu étais déjà venu faire des épisodes de podcast dans Culture Guitare. Et là, je suis Ouais, tout à content de t'avoir en vidéo maintenant, donc c'est cool quoi. fait. Est-ce Carrément. est-ce que tu peux te présenter succinctement pour le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Alors je sais pas s'il y a peu de personnes qui me connaissent pas, j'en suis peut-être pas encore là. Alors eh bien je suis guitariste professionnel depuis une quinzaine d'années, je fais de la variété, je dirige un grand orchestre qui est situé sur Clermont-Ferrand avec lequel on tourne un petit peu partout en France. Et depuis quelques années, depuis la période de Covid, j'ai lancé notamment une chaîne YouTube sur laquelle je dépatouille un peu les gens avec des tutos et du test de matos, et notamment en donnant des astuces, en me servant de mes connaissances et de mon expérience professionnelle. Voilà. Donc, chaîne ultra qualitative. Je vous invite à aller jeter un œil. Donc, de toute façon, comme d'habitude, tous les liens concernant Kevin seront dans la description, hein, voilà. Donc, tu peux nous. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as commencé, quel a été ton parcours vis-à-vis de la guitare, à quel âge as-tu commencé? Oui, alors moi j'ai commencé par le piano. J'étais gamin, j'avais 7 ans, ma mère pianotait un petit peu à la maison, donc ça m'a donné, enfin elle m'a attiré là-dessus, en tout cas en essayant d'éveiller ma curiosité sur le piano, et puis finalement ça m'a donné envie. Donc j'ai commencé à prendre des cours particuliers, puis dans une école de musique municipale tout simplement. Donc j'ai fait ça quelques années, jusqu'à l'âge de mes 16 ans à peu près. Mais ce qui me manquait, c'était en fait ce qui me faisait globalement chier dans l'apprentissage du piano, c'est que si j'avais pas de partition, je savais rien jouer. Et ça me gonflait un peu, et j'avais envie, moi, de faire de l'impro, j'avais envie de jouer avec d'autres potes, où on te dit, bah tiens, il y a 4 accords à jouer avec un morceau, et on le joue, et ça, je savais même pas faire, finalement. Donc, me filait plein de partitions, je bouffais des morceaux, des morceaux, des morceaux, mais je savais pas jouer autre chose que ce que j'avais sur mes partitions finalement. Et puis en plus j'avais pas un niveau de lecture à vue où je pouvais prendre n'importe quelle partition et la jouer comme ça. Il fallait que je bosse sur le morceau, il fallait du temps, etc. Et donc ça me gonflait un peu. Et puis j'ai fait la connaissance d'un pote qui jouait de la guitare. Et puis je me suis rendu compte que la guitare était un instrument où finalement quand tu apprends une dizaine d'accords, tu peux jouer déjà 3000 morceaux. Donc finalement, alors en plus, ma mère, elle, s'était mise aussi à la guitare à l'époque, et je me suis dit un petit peu par jalousie, sincèrement, je me suis dit si ma mère sait jouer de la guitare et pas moi, ça va m'énerver. Donc je me suis mis à la guitare et puis je me suis mis plus qu'elle du coup. Et donc en une semaine, j'avais bouffé mes 10 accords principaux et au bout d'une semaine, finalement, j'étais capable de jouer 3000 morceaux avec un collègue, quoi. Donc je me D'accord. suis dit bon ben c'est ça que je veux faire et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté totalement le piano et je me suis foutu à la guitare. Euh, avec un apprentissage au départ sur une guitare classique pendant 6 mois et puis après à Noël j'ai eu ma première guitare électrique et puis ça en est suivi un apprentissage d'autodidacte parce que j'ai jamais pris de cours. J'ai tout fait tout seul. Donc à l'époque, je mangeais tous les guitares parts, les guitares collector. Il y avait pas internet, donc j'achetais des magazines, je foutais des playbacks sur des CD. Je passais ma vie, alors soit à bosser les morceaux à la note près, soit au contraire à bosser de l'impro, à essayer d'apprendre tout ça. Fait voilà, donc j'ai débuté comme ça et puis j'ai beaucoup bossé. Parce qu'en plus, à cette époque-là, je sortais avec des potes régulièrement, ou pendant l'été, j'habitais dans le sud de la France, et on allait voir justement les orchestres de bal dans les fêtes de village, et j'ai eu un peu cette envie, réellement. Aujourd'hui, je fais du bal dans un orchestre de variété, et c'est vraiment, je fais ça par vocation. J'ai vraiment eu envie de faire ça. Quand j'ai vu ça, en fait, moi, ce qui m'épatait finalement, c'était les mecs qui étaient capables de jouer un morceau qui venait de sortir à la radio 15 jours ou 3 semaines avant, et les mecs, ils arrivaient, et ils jouaient sur scène, ils avaient le même son que sur le disque, enfin, en tout cas, c'était très proche de ce qu'on entendait à la radio. J'étais subjugué par ça, je me disais, putain, le morceau, il vient de sortir, et les mecs sont capables de le bouffer sur scène, et de l'envoyer comme ça, avec le son nickel. Les guitaristes de balle, en plus, à l'époque, ils avaient toujours un matos de fou sur scène. Je me suis dit, mais putain, Ouais. moi, je veux faire ça, je veux foutre, avoir plein de matos sur scène, et justement, déjà, j'avais cet attrait du son, de me dire, tiens, les effets, etc. En fait, déjà, à cette époque-là, ça commençait déjà à me botter dès mon apprentissage, et quand j'ai commencé à découvrir qu'il existait des pédales d'effet, Hmm. ça m'a vite plu, quoi. Donc voilà D'accord. un petit peu comment j'ai eu envie de faire ça et comment je me suis lancé dans le truc, quoi.
Et à cette époque-là, en fait, quand tu es adolescent, quand tu es jeune, quels sont les guitaristes qui t'influencent le plus, qui te font le plus rêver? Au départ, Hendrix, sincèrement, le premier, ça a été vraiment. J'ai eu le truc avec Hendrix et Vaughan, qui ont été vraiment les Hmm. deux gratteux que j'ai beaucoup écouté, Clapton aussi. Et puis après, j'ai eu ma phase Van Halen, Satriani, John Petrucci. J'ai eu l'époque de Dream Theater, évidemment. Bien sûr. Donc, donc j'ai eu ça, et puis après j'ai découvert d'autres trucs. Il y a eu Prince, et après des groupes comme Tower of Fire, enfin des trucs Ah de ouais. Infectious Groove, voilà, donc tous ces Ah trucs de ouais. funk qui m'ont énormément inspiré aussi. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est des trucs que j'adore. D'ailleurs, j'ai un jeu qui est fait. J'adore le funk, Ouais. et j'ai beaucoup écouté de groupes avec des grosses sections de cuivre. Voilà, ça c'est des trucs qui m'ont beaucoup plu aussi. Ouais, Tower of Power. Et c'est vrai qu'Infectious Groove, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais ils sont vraiment, les 3 albums sont vraiment géniaux, quoi. Ah ouais, c'est Franchement. monstrueux, c'est Adam absolument atomique, Siegel, il quoi. me semble, le guitariste funky, c'est Adam Siegel, il me semble. Je sais plus, je sais plus. Ouais, il y a Robert, pour ceux qui ne connaissent pas Infectious Group, Robert Trujillo, ouais. c'est un groupe qui était parallèle à Suicidal Tendencies Suicidal, avec exactement. Mike Muir. Et il y a notamment Robert Trujillo, j'allais Trujillo, dire. Ouais, je sais pas si on le dit en espagnol, enfin bon, bref. mm, Qui est aujourd'hui le bassiste de Metallica, quoi. Voilà. Donc, tout à fait. ouais, j'adore Infectious Groove. Et comment tu... Alors, pour la petite anecdote, il y a bien avant que nous nous connaissions et bien avant que je me lance sur YouTube, je t'avais acheté une Bogner Ecstasy Red, en Ouais. fait. Ouais, ouais. Donc, tu as t'as toujours été très dans le matos, etc. Ça a toujours été ton... Attends, hop, petite mise voilà. T'as toujours été dans le matos, etc. T'as toujours fait tourner le matos comme ça. Et comment s'est passé le passage de... Parce que je crois que tu étais... Alors, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais tu avais un regular job avant. Tu étais commercial, il Oui, me tout à semble. fait. Ouais. Alors, en fait, initialement, j'étais parti pour devenir médecin. D'accord. Donc, j'ai fait 6 ans d'études scientifiques après mon bac, où j'ai fait 2 premières années de médecine, où j'ai loupé ma fac de médecine. Donc, je me suis dit, bon, ben là, je serai pas médecin. Donc, après, j'ai voulu partir dans des études de biologie, d'agroalimentaire, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Je me suis dit, j'ai envie de bosser. Et puis, j'avais toujours en tête, à un moment ou un autre, de me dire, quoi qu'il en soit dans ma tronche, je savais qu'un jour, je voulais devenir musicien professionnel. Donc, je m'étais lancé là-dedans et je voulais faire du bal, quoi. Donc au départ, ma mère me disait, fais tes études, termine tes études, et puis après tu feras ce que tu veux. Bon, très bien. Donc j'ai fini mes études, j'ai cherché du boulot, donc j'étais diplômé en agroalimentaire. Je cherchais du boulot en agroalimentaire, je n'en trouvais pas, en tout cas dans le sud de la France. Il aurait fallu que j'aille du côté de Lyon, de Paris ou dans le nord pour en trouver. J'avais pas du tout envie d'aller dans ces régions-là, à cette époque-là en tout cas. Ouais. Et puis par hasard, parce qu'il fallait bien bouffer, j'ai envoyé des CV dans des magasins de musique. Et j'ai été pris dans le magasin Azema Musique à Montpellier, qui Hmm. fait partie du plus gros magasin en France. Et donc j'y ai travaillé 6 ans. Donc j'ai finalement, c'est quelque chose qui me bottait. J'avais l'agroalimentaire où je venais d'être diplômé là-dedans, mais je me disais, bon, si je bosse dans un magasin de musique, c'est un truc que j'aurais beaucoup aimé faire aussi. Et finalement, j'ai postulé dans les magasins, j'ai trouvé, et Azema m'a proposé un CDI de suite, quoi. Donc je suis rentré chez eux, j'ai abandonné l'idée de travailler dans l'agroalimentaire et j'ai travaillé pendant 6 ans, donc en tant que vendeur, où on a développé. Alors en plus, le magasin venait d'être repris, il y avait de nouveaux patrons, ils avaient des grosses idées d'expansion du matériel, enfin du magasin, pardon, de développement du magasin. D'ailleurs, après, on a déménagé, on a pris un local beaucoup plus grand, donc j'ai pu aider au développement, notamment avec sur le rayon des pédales d'effet, puisque là, quand je suis rentré dans le magasin, je commençais déjà à être bien botté là-dedans. Donc du coup, le patron m'a fait confiance et on a pu développer un gros rayon d'effet, de pédalboard, enfin, tout Hmm. ça a pu être développé. Donc forcément, je passais ma vie à essayer des guitares, des amplis, des pédales. Donc déjà, là, j'ai bouffé une quantité astronomique de connaissances au magasin, quoi. Et comment s'est passé le passage de ta vie, de cette vie-là, à de guitariste d'orchestre? Parce que, alors, je tiens à le préciser, il s'agit d'un très gros orchestre qui s'appelle l'orchestre Bernard Becker. Donc, c'est quand même une grosse structure où il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de danseuses, il y a des techniciens aussi. Donc, on est dans un... Voilà, on est dans un truc, c'est du lourd, si j'ai envie si je puis me permettre. Et tu es aussi, toi, plus ou moins, le taulier, c'est-à-dire tu es le mandataire de l'orchestre, c'est-à-dire que tu es le directeur de l'orchestre, en fait. Exactement.
Voilà. Allez, exactement. Donc pour reprendre du début, du coup, lorsque j'ai eu mes 30 ans, en fait, ça a été mon déclic. Je me suis dit, bon, t'as 30 ans, si tu te lances pas maintenant, tu le feras jamais. Donc en plus, j'arrivais, ça faisait 6 ans que j'étais dans le magasin, j'avais fait le tour de tout ce que je pouvais apprendre. Donc mis à part le fait de devenir responsable du magasin, ce qui aurait été l'étape supplémentaire d'évolution, et ce qui n'était pas prévu sur le moment, j'avais fait le tour du truc, si tu veux, et je me suis dit, bon, mais là, en plus, t'as 30 balais, si tu te lances pas, ce que tu veux faire, c'est-à-dire devenir musicien professionnel et faire ce que j'avais en tête, c'est-à-dire jouer dans un orchestre de bal en tant que professionnel, je me suis dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc on a fait une rupture conventionnelle, mes patrons l'ont accepté, en leur expliquant que je voulais faire ça, donc ils étaient contents parce que je me lançais dans la musique, donc ils étaient contents pour moi, donc c'était cool, puis ils m'ont bien aidé. Donc du coup, j'ai quitté le magasin au 31 janvier 2010, si je dis pas de bêtises. Et donc je décide de me lancer dans l'aventure et de passer des auditions. Sauf que des auditions au mois de janvier, t'en as pas 50 000 non plus pour entrer dans des orchestres, c'est déjà tard. Et puis finalement, à l'époque, il y avait un site qui s'appelle orchestre.net, qui était un peu la plateforme des orchestres de bal où il y avait notamment des annonces, etc. Et puis je tombe sur quelques annonces, je passe une ou deux auditions, donc ça match ou ça matche pas, et puis finalement je me retrouve avec cette audition dans l'orchestre Bernard Becker, où au départ il cherchait un guitariste chanteur. Et alors moi je pouvais faire des chœurs, mais chanter en lead c'était vraiment pas mon truc. Enfin, je suis pas du tout chanteur initialement, même pas du tout encore d'ailleurs. Mais bon, j'ai un pote qui me dit, écoute, il cherche un guitariste chanteur, c'est pas grave, tu passes l'audition, puis tu verras bien, tu vas pas mourir, vas-y. Donc je passe l'audition, on était 3 gratteux, je finis deuxième, donc il préfère prendre notre gars, et puis ce gars qui avait fini premier, finalement, et qui était aussi un pote à moi, se désiste pour aller dans un orchestre qui était plus près de chez lui. Et donc il me dit, bah écoute, finalement la place est libre. Donc je rappelle les mecs de chez Becker, et je leur dis, bon, j'ai appris que le premier s'est désisté, moi si vous voulez, je suis toujours dispo, et donc finalement je me retrouve à être pris au mois d'avril dans l'orchestre Bernard Becker, la saison attaquant un mois et demi après, quoi. Donc là, branlement de combat, je bosse tout le répertoire, les répétitions, le truc, première saison de bal, et puis je me retrouve là-dedans, et puis ça se passe très bien. Et 2 ans après, donc le patron Bernard Becker, qui était le créateur de cet orchestre depuis plus de 40 ans, avec qui je commençais un peu à bosser sur les affaires. Déjà, j'avais commencé à l'aider sur la partie commerciale. Et donc en 2012, il m'a proposé de devenir le responsable de l'orchestre, lui-même souhaitant prendre du recul à sa retraite. Donc il m'a proposé de diriger l'orchestre à partir du 1er janvier 2013, c'est ce qui se passe depuis. Donc je gère donc toute la partie, je gère tout quoi, de A à Z, donc depuis 11 ans. D'accord, donc tu gères, ce qui est, je tiens à le dire pour l'audience, parce que peut-être que les gens ne sont pas conscients, mais de gérer autant de personnes, vous êtes combien avec les techniciens On est 22 en tout. 22, donc gérer 22 personnes, c'est la misère. Voilà. Alors l'avantage que j'ai, enfin le truc qui m'a sauvé la mise, c'est que depuis 2017, on travaille pour la technique avec une société de prestation technique avec qui je collabore, donc qui est la même depuis 2017. Donc déjà toute la partie technique, je l'ai déléguée, donc je l'ai externalisée, et ça m'a sauvé ça m'a vraiment sauvé le truc, parce que du coup je gère plus ni le matériel ni les techniciens. J'ai compris, déjà, à cette époque-là, et même avant déjà de devenir directeur de l'orchestre, j'avais déjà compris très tôt que ça c'était un métier, que c'était pas le nôtre, et que ça serait compliqué d'aller plus loin si ça, on continuait à le gérer. Et ça, j'avais compris ça en 2011 déjà. Mais jusqu'à 2017, j'avais pas trouvé c'était compliqué à l'époque de trouver une société de prestation technique qui tienne des prix parce que c'était un petit peu plus cher que maintenant. Donc du suite, dès que tu passais par une société de prestation technique, bon forcément ça coûtait plus cher, t'explosais les budgets, enfin c'était compliqué. Et en 2017, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Frédéric, donc la personne avec qui je travaille depuis, et avec qui on s'entend super bien, que ce soit humainement ou professionnellement, on est sur la même longueur d'onde. Et puis du coup, je lui ai exposé mon problème, et il a pu trouver une formule adaptée qui fonctionne.
et qui fait que aujourd'hui on arrive à tenir le cap sans problème et donc à bosser avec une société de prestations techniques. Donc au niveau du matériel, du coup, on a du super matos, on a du L acoustique en sono, enfin voilà, on a vraiment des trucs super les mecs qui là sont des personnes compétentes qui ont des agréments. Enfin, donc là maintenant au niveau technique, on travaille de façon super propre. Donc je ne gère plus la partie technique. Donc si tu veux, moi je suis maintenant responsable, enfin même administrativement, je suis simplement responsable des artistes qui travaillent pour l'orchestre. Donc on est 16 sur scène. Voilà. Donc moi je suis responsable de mes artistes et la partie technique, je ne m'en occupe plus. Donc ça c'est déjà un temps, il y a un gain d'énergie et de temps qui est énorme, quoi. Parce que bon, synchroniser les dates. Bon, t'es dispo telle date, vous bouquez les dates, machin truc. Donc gérer donc ce qu'on appelle le démarchage. C'est-à-dire, j'imagine que vous envoyez des plaquettes ou peut-être on vous appelle. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ah, la partie démarchage, il y a deux. Enfin, alors il y a eu une époque où le présentiel, donc je faisais beaucoup de démarchage en présentiel, c'est-à-dire que tout l'hiver, je passais ma vie sur les routes, à prendre des rendez-vous avec les comités des fêtes ou les mairies et aller revoir les responsables. Donc je faisais je ne sais combien de milliers de kilomètres l'hiver pour aller chercher des dates. Et à partir justement de 2000, je dirais 2017-2018, là, les organisateurs, enfin, il y a eu vraiment cet événement où les gens, là, tous, mais c'était unanime, à croire qu'ils s'étaient réunis pour ça. Non, plus de rendez-vous maintenant, on n'a plus le temps. T'envoies un mail avec un lien, avec une plaquette en PDF, un lien pour vidéo, un devis, et puis c'est fini. Et maintenant, ils ont tous pris cette habitude-là, finalement, les organisateurs, et ils ramassent, enfin, ils collectent, donc, pour chaque orchestre, une plaquette en PDF, des liens vidéo et un devis, et après, quand ils se réunissent, ben, ils ont tous les documents, ils foutent un ordi, ils regardent les vidéos et puis ils se décident comme ça. Et maintenant, alors c'est vrai qu'on travaille majoritairement pour des gens dont ce n'est pas le métier, puisque ce sont que des bénévoles souvent qui organisent des festivités pour les communes. Donc quand tu demandes à avoir des rendez-vous avec eux, tu prends forcément du temps sur leur vie perso pour qu'ils te reçoivent. Et forcément, s'ils doivent recevoir 10-15 orchestres à chaque fois, je peux comprendre qu'ils souhaitent plutôt travailler par Internet Oui, bien et sûr. à récupérer des infos, quoi, voilà. Donc malgré tout, il y a du contact téléphonique, évidemment. Donc aujourd'hui, le calendrier, je pense qu'aux deux tiers ou aux trois quarts, il se remplit parce qu'on m'appelle, parce que maintenant j'ai le réseau depuis plus de 10 ans qui s'est quand même bien étoffé. Hmm. Donc j'ai quand même ma masse de connaissances d'organisateurs avec lesquels on travaille régulièrement. Et puis il y en a régulièrement, justement, grâce à Internet aussi, qui cherchent des orchestres de variété. Et puis si t'es pas trop mal référencé et que tu fais du boulot pas trop dégueulasse, bon, ben, les mecs ils cherchent sur le net. De toute façon, on n'est pas 36 maintenant, des gros orchestres, on doit être une douzaine, peut-être une quinzaine en France. Donc le choix est vite fait. Finalement, ils nous trouvent assez facilement. Ils cherchent un orchestre avec des cuivres et des danseuses. Bon, ben voilà, ils vont taper sur le net, ils vont vite trouver et vite savoir à qui s'adresser, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et donc vous bougez vraiment partout, quoi. C'est vraiment. Alors, l'été, c'est essentiellement Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est les deux grosses régions dans lesquelles on évolue. Après, il y a quelques dates en Auvergne, puisque l'orchestre est quand même basé initialement en Auvergne, quelques dates du côté de Bordeaux, mais essentiellement, c'est l'été, c'est là. Et puis après, l'hiver, ça peut aller partout. Là, si cet été, on en fait une en Suisse aussi, ben, dans 10 jours, là. On fait une date du côté de la Suisse et puis après l'hiver on va du côté de Évian, du côté de Lyon, du côté de Bordeaux aussi, ça peut aller du côté de Paris. Après il y a eu des demandes aussi pas mal du côté de la Normandie, mais le problème c'est les frais de déplacement qui sont compliqués, quoi. Et Oui. donc pour l'instant ça se fait pas, alors qu'il y a de la demande par contre. Ils ont de la demande, ils aimeraient, il n'y a pas d'orchestre de ce côté-là, de ce gabarit-là, et il y a des organisateurs qui voudraient faire des choses avec des gros orchestres, mais actuellement le problème c'est les frais de déplacement qui sont bien trop importants, quoi. Et puis le temps, ouais, donc du coup ça vous fait exploser le budget de la mairie, quoi, des festivités. Ah ben, c'est sûr que là, si t'arrives et que déjà t'emplâtres 2500 € de frais de déplacement, s'il faut faire remonter un poids lourd, enfin, Oui, c'est compliqué, quoi. ouais, ouais, Donc, c'est puis sans compliqué. côté que derrière, il y a des frais d'hébergement. Alors bon, on n'est pas gourmand, on demande pas des 5 étoiles, mais bon, malgré tout, il faut héberger 20 personnes. Enfin, Oui, donc ouais. il y a vite des frais des frais d'hébergement et des frais de route qui sont très importants, quoi. Et pour en revenir à ton métier, alors du coup de guitariste cette fois,
Donc Hmm. le mot d'ordre, c'est être polyvalent, tout terrain, donc avoir le son qui correspond. D'ailleurs, on peut voir, alors moi qui aime le matos, hein, quand même, malgré tout, quand je vois ton matos, en plus il est tellement bien rangé, tout est tellement bien câblé, tout est tellement propre que ça fait un peu rêver. Est-ce que tu peux nous parler en fait, vraiment du métier du coup, du métier de guitariste, d'orchestre quoi? Ben, il faut être un caméléon. Alors évidemment, on a tous nos terrains de prédilection. J'en parlais tout à l'heure. Ma came, c'est plus le blues, le rock et le funk. Donc c'est ça, c'est mes atouts. Mais après, il va falloir jouer. Il faut savoir jouer un petit, forcément de tout. Il faut être polyvalent. Et alors il y a les deux aspects. Il y a l'aspect du jeu et l'aspect du son. Et en fait, c'est vraiment dans le registre de la reprise de l'orchestre de bal. Alors nous, on travaille pas encore trop dans l'esprit de se dire on veut le même morceau que l'album. On n'en est pas du tout là. L'idée, c'est de jouer le morceau dans l'esprit. On se laisse quelques plages de liberté. Bon, il y a plein de morceaux où je rajoute des parties de guitare où il y en aura pas forcément, tu vois, pour agrémenter un peu le truc. Mais par contre, oui, il faut être extrêmement polyvalent et donc ça demande du boulot, beaucoup de boulot en amont. Chaque année, on renouvelle le répertoire, donc il faut savoir qu'on a un répertoire en plus qui est long, puisqu'on a 5 heures de répertoire. Waouh, ouais. Donc ça représente 75 titres, et 75-80, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut chaque année, on renouvelle le répertoire à peu près au tiers, quoi. Donc il y a 20-25 titres, en gros, ouais, 25-30 titres chaque année qui sont nouveaux. Donc ces titres-là, quand tu les relèves, eh bien, alors déjà on se les relève à l'oreille, il n'y a personne qui nous fournit des partitions, donc on relève tout chacun nos parties, et donc il y a déjà un boulot de relevé Ouais, initialement, ouais. et puis après donc il faut se mettre la partie dans les doigts pour savoir la jouer, donc techniquement il faut être capable d'à peu près tout jouer, et puis après il faut trouver le son qui va bien, donc il y a un boulot de son derrière à caler pour que ça colle avec l'esprit du morceau, quoi. Et dans ce qui est par rapport à donc il y a pas vous achetez pas les partitions, c'est chacun se débrouille de son côté quoi. Exactement, exactement. Ouais. En fait, il y a la rythmique, donc batterie, basse, guitare, clavier, chacun se relève ses parties. Il y a un des cuivres qui est le premier trompette et qui lui s'occupe de tous les arrangements cuivre. D'accord. Et puis après, donc on fait couler. Alors on répète très peu en plus parce qu'on est tous dispatchés un petit peu partout au niveau géographique. Donc finalement, on fait un énorme travail chez nous en amont. Et puis après en répétition, là tu vois cette année, on a mis donc en place donc les 5 heures de show, sachant qu'il y avait toute la partie lumière à réencoder parce qu'on avait un nouvel éclairagiste avec un nouveau plan de feu au niveau lumière. Donc là on a remis au point un show complet de 5 heures en 6 jours. Waouh. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment un travail colossal quoi. Ouais, ouais. Donc, et heureusement qu'en amont, on a tous bien bossé parce que là, le timing était. Donc là, je loue une très grosse salle de répète qui est sur Clermont, un local qui fait 200 mètres carrés où on peut installer en conditions réelles avec le son, les lumières, la structure, etc. Donc on était installé comme en conditions réelles, quoi. Mais là, on a tout tombé en 6 jours. Ouais, ouais, on aurait même eu un jour de plus, ça aurait été cool, quoi. On ne pouvait malheureusement pas, mais le timing a été vraiment serré. Et ouais, ouais. Et puis là, les journées de répète, c'est 9h à 19h avec une heure de pause à midi pour bouffer, et puis voilà, quoi. Donc Ouais. c'est vraiment des grosses journées. Tu sors, t'es rincé, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Et en plus, il faut être efficace comme tu dis puisque tout le monde vit loin, enfin ouais. C'est que là, tout le monde se retrouve. Bon, ben, 6 jours d'affilée, t'en as qui viennent de Bordeaux, de Lyon, de Montpellier, etc. On se retrouve tous. Donc là, il faut pas perdre de temps parce que le temps est compté, quoi. Voilà, quoi. Tout le monde dort chez les uns les autres. Ouais, ouais. Et on se débrouille comme ça après pour. J'imagine qu'il y a une très bonne ambiance. Non? C'est un peu Oui, mais il faut. familial. Oui, 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 oui. Mais alors là, ça, moi, j'ai rien inventé. Par contre, là, j'ai repris ce que faisait Bernard Becker à l'époque et ce qu'il avait inculqué dans son orchestre. C'était cette convivialité, cet esprit d'équipe et surtout de se dire, on n'est pas des stars et on est là pour. Enfin, souvent, dans ce milieu, il peut y en avoir qui se prennent un petit peu pour des stars et moi, j'ai tendance à dire aux autres, attention, les copains, on peut, c'est pas. Alors oui, on est professionnels, etc. Ça, y a pas de problème. Mais par contre, on est là pour animer des fêtes de village, quoi. Il faut redescendre sur terre, même si c'est des grosses structures, on est un gros orchestre, etc. On anime des fêtes de village ou des événements festifs, quoi qu'il en soit, et on n'est pas là pour se la péter et péter plus haut que notre cul, quoi. On est vraiment là pour faire du boulot de qualité professionnelle, mais par contre, il faut rester à sa place, quoi. Oui, oui, Donc, oui.
justement, le fait de faire ça, ben, ça participe à garder cet esprit, on reste les pieds sur terre et on se prend pas au sérieux. Évidemment, on travaille dans la convivialité parce que c'est Hmm. tu sais, l'été, quand t'enchaînes les dates, on dort à droite à gauche dans les hôtels ou des gîtes, on se refait, voilà, on est tous un peu toujours ensemble, collés les uns aux autres, donc il vaut mieux bien s'entendre, quoi. D'accord. Et c'est genre, c'est pas. C'est juste la question qui me brûle les lèvres, mais est-ce qu'il arrive que justement il y a un élément perturbateur dans l'équipe, que tu sois obligé de le recadrer? Non, ça n'arrive jamais. Sincèrement, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Il n'y a jamais eu de débordement, enfin, au point où il y a vraiment un énorme problème. J'ai pas eu enfin, j'ai eu de la chance au niveau humain pour l'instant depuis que je dirige l'orchestre, ou même avant que je le dirige, on n'a pas eu de réel problème à se dire. Enfin, on n'a pas eu de réel problème humain, vraiment. Ça peut arriver un jour, tu as une engueulade avec quelqu'un parce que bon, t'accumules la fatigue, on est tous des humains, Oui, ça bien peut sûr. arriver, voilà. Mais rien de grave au point de tirer la sonnette d'alarme, quoi. En tout cas, c'est. Alors, je suis très très admiratif parce que ce que tu fais. Alors, déjà, bon, au niveau du boulot, bon, c'est pas facile. Il faut jouer 5 heures, il faut avoir le bon son au bon moment, il faut savoir garder sa place d'efficacité en tant que guitariste et pas ce que tu disais, pas forcément comme tu dis, brûler sa guitare sur scène. Hein, voilà, Oui. voilà, il faut quand même. Mais aussi ce côté euh, entrepreneurial et gestion de l'humain. Moi, je suis tellement admiratif parce que, par exemple, je suis un bosseur. Je suis capable d'abattre beaucoup de travail. Mais gérer 20 personnes, pour moi, ça me semble inatteignable. C'est quelque chose que je serais incapable de faire, quoi. Clairement. Voilà. Donc, Ben ouais, alors j'ai appris sur le tas, puis je t'avouerai qu'à l'époque, quand Bernard Becker m'a proposé le poste, moi je m'attendais pas du tout. Alors j'avais cette ambition de travailler dans un orchestre de bal, de faire ce que oui. je fais aujourd'hui en tant que guitariste, mais j'avais absolument pas dans ma tête ni l'ambition de devenir un jour responsable d'un orchestre comme ça. J'y pensais même pas en fait, puis c'est pas du tout quelque chose que j'ambitionnais, quoi. Et quand il m'a proposé le truc, en fait, j'avais chopé le coup de cœur pour cet orchestre en me disant qu'il y avait plein de choses à améliorer, qu'il y avait une marge de progression qui était énorme. Je me disais, il y a quelque chose à faire avec cet orchestre, c'est sûr. Bernard Becker, lui, s'est soufflé un petit peu parce que ça faisait 45 ans que lui gérait ça sans prestataire technique, justement. Donc lui, lui il en a chié parfois parce que justement, il avait beaucoup moins de facilité que moi aujourd'hui, finalement. Bon, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une société de prestation technique et le démarchage ne se fait plus en présentiel et avec des Oui. déplacements énormes, mais je reste derrière mon bureau et tout se gère à partir de chez moi. Donc ça fait quand même deux masses de travail énormes et deux points qui allègent énormément la masse de boulot. Alors oui, après, il faut gérer l'humain, il faut gérer l'organisation des répétitions, gérer le répertoire. C'est pareil, concevoir un répertoire avec toutes les contraintes qu'il y a. De changement de tenue, etc., de défis. Enfin, j'ai un tableau Excel qui doit faire 800 cases pour agencer un répertoire de 5 heures, quoi. Ouais, ouais, Et donc d'accord. ça, Changement, puisque les danseuses, elles sont synchronisées, elles changent de tenue, c'est ça. etc., Ben, en fait, etc. il y a Ouais. un morceau, elles sont sur scène, un morceau, elles se changent. Donc, D'accord. elles sont sur scène un morceau sur deux. Donc, déjà, tu peux pas mettre deux morceaux d'affilée avec des danseuses. Donc ça, voilà, à partir de là, Ah déjà, les ouais. problèmes commencent. D'accord. Ah ouais, ok. Ah ouais. Voilà. Et donc, j'ai un tableau Excel qui fait 75 lignes avec 12 colonnes. Et il faut Ouais. aménager ce Tetris-là, quoi. Ah, Et putain, faire en sorte que tout soit cohérent, quoi. c'est bonnard, quoi. Enfin, franchement, c'est vrai que, tu vois, par exemple, c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Pourtant, j'ai joué dans des orchestres, mais il y a longtemps. Hum. Autre chose, par rapport au répertoire, est-ce que vous avez la partie, est-ce que vous êtes tenu comme à l'ancienne de faire la partie aussi old school, c'est-à-dire tango, passo doble, tout Non. ça? Non, Non. ça, cette partie rétro, on le fait une fois dans l'année, c'est le 31 décembre. D'accord, Ça fait quasiment 10 ans qu'on joue au même endroit, on est du côté de Poitiers. Et donc là, c'est une prestation qui est encore plus longue, et puis là, c'est 7 heures de prestation. Le d'accord, 31 décembre, donc c'est une soirée spéciale, mais par contre le budget est spécial, les rémunérations sont spéciales aussi, enfin il y a tout qui est spécial du coup. ouais, Mais par contre c'est 7 heures de prestation, et là on se déplace exceptionnellement avec un accordéoniste, où on assure sur la soirée, il y a à peu près 1h30 de rétro, donc avec d'accord, des passos, des valses, des tangos, cha-cha, etc., etc. d'accord, ok. Et sinon, vous êtes plutôt dans un répertoire moderne, vous faites des medley? Alors on fait des medley, alors on n'est pas forcément sur un répertoire. Alors il y a les nouveautés, les morceaux actuels qui sont indispensables, on les a.
hormis dans le registre rap R&B, parce qu'on n'a pas les chanteurs pour ça, et puis c'est pas notre spécialité, sincèrement. Donc, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, en France, si on devait prendre les 10 premiers morceaux qui sont le plus écoutés, on ferait du rap. D'accord, ouais. Donc ça, on le fait pas. Donc on reste sur du répertoire variété. Par contre, on a un point d'honneur. Là, on est à 70% de français dans le répertoire. Donc plus ça va et plus on en a. Alors on vise, je dis pas qu'on fait exprès de viser le 100%, mais à terme, on va presque y arriver. Et par contre, on est sur un répertoire variété française internationale. Alors beaucoup de français, mais pas forcément les démons de minuit et tous ces trucs-là. Tu vois, il y a forcément du Goldman, il va y avoir du Johnny, il va y avoir du Michel Berger, il va y avoir du Balavoine. Enfin, tu vois, on essaie de choper sur ces artistes-là aussi. Et par contre, on essaie d'avoir un point d'honneur aussi, à avoir un répertoire 100% dansant. Donc il n'y a pas de balade, pas de slow. C'est D'accord. vraiment du 100% dansant du début jusqu'à la fin. D'accord, ok. Et par rapport à ton matériel, donc on peut voir que, enfin, je me permets de te dire ça, tu te fais plaisir quand même sur le matos. Ouais. Euh, T'envoies Ouais, du ouais, lourd. je me fais plaisir pour deux raisons. Fait, la première, c'est parce que j'ai envie d'envoyer du son de qualité. Oui, oui, Donc je prends du matériel de qualité et j'ai envie de faire plaisir aux gens et puis j'ai envie forcément de me faire plaisir à moi aussi parce bien que quand sûr. tu bouffes 5 heures de répertoire, tu joues pas forcément que des morceaux que tu aimes, mais du coup tu y trouves un intérêt malgré tout parce que c'est ça la difficulté dans ce métier, c'est de se dire ah ben tiens à un moment je vais jouer un morceau de Jean-Luc Lahaye, bon par exemple, donc forcément a priori on pourrait se dire guitaristiquement je vais pas forcément y trouver de l'intérêt, mais sauf qu'on peut. On peut, que ce soit en travaillant sur le son, que ce soit en travaillant sur le jeu, et finalement, quel que soit le morceau où on pourrait se dire a priori tiens là-dessus je vais forcément me faire chier, et bien en fait il y a toujours un point d'intérêt qu'on peut trouver. Il suffit simplement de le trouver, le point d'intérêt, et du coup on trouve un attrait à jouer même un morceau qui peut être le plus gros saucisson possible, et finalement à un moment ou à un autre on va trouver un intérêt parce qu'on va essayer de caler un effet spécifique ou un son spécifique ou un truc, et finalement ou des fois une technique particulière de jeu, et finalement on trouve toujours de l'intérêt à jouer. Donc oui, au niveau du matos je me suis fait plaisir. Disons que j'ai mis ce qu'il fallait pour être tranquille. Il y a aussi le côté fiabilité dans le matos. Quand on fait ce métier, on joue dans des conditions. L'été, tu t'enchaînes des prestats où un jour tu es à côté de la mer, donc il y a du sel, du vent, Hmm. de l'humidité. Le lendemain, tu joues, il y a du vent avec de la poussière. Le troisième jour, il va faire 35 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre. Ouais, Donc voilà, tu t'enchaînes, donc t'enchaînes ouais, les complications climatiques tous les jours, ou des fois il pleut, voilà. Donc il faut du matos qui soit robuste et qui soit fiable. Il faut que tous les jours ça marche. Donc je dis pas qu'on est à l'abri de n'importe quelle panne, hein, c'est pas vrai. Mais on essaie de mettre en tout cas toutes les chances de son côté. C'est pour ça que j'ai du super câblage. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte d'avoir un matériel où le plus optimum et le plus optimisé possible pour gagner du temps sur les balances, et pour avoir un matériel qui est vite mis en place et qui est vite rangé aussi. Parce qu'à la fin de la presta c'est pareil. Moi j'ai des organisateurs qui viennent me voir. Il faut que j'aille faire les papiers avec les mecs à 2 heures du matin après avoir fait 4 heures de presta. Donc il faut que mon matos, il faut pas que je mette 1 heure pour le ranger, tu vois. Donc il faut que ça aille vite aussi pour oui, que je tu as puisse me. optimisé, tu as tout Ah, j'ai optimisé. optimisé là. Ouais. Là, je mets 8 minutes pour plier mon matos après une presta. Ouais, alors je vous invite à aller suivre Kevin sur les réseaux sociaux et peut-être que tu dois le montrer aussi sur ta chaîne. T'as du sacré matos quand même. T'as un rack, t'as le pedalboard, t'as un rack de guitare aussi. T'as Ouais, le c'est 4 pas. par... Ouais. Tu prends le 4x12 en plus en presta? Non, non, j'ai plus de baffles maintenant sur scène. J'ai D'accord. éliminé les baffles pour gagner de la place dans le camion, et maintenant on est tous en air monitor sur scène, donc finalement plus d'enceinte. J'ai toujours une tête d'ampli avec un simul de HP. D'accord. Et ça, l'avantage, ben, c'est voilà, ça fait partie des choix que j'ai fait. Hmm. C'est que partout où je joue, j'ai toujours le même son, même chez moi d'ailleurs. Donc l'avantage, c'est que ça me permet de bosser mes sons chez moi, de bosser tous mes réglages d'effets, tout ça est calé chez moi. Quand j'arrive en répète ou sur scène, j'ai exactement le même son, et que je joue même dans un bar ou dans un zénith, j'ai le même son, quoi. D'accord. Et ça, c'est super pratique. Tu as toujours la tête Bogner Tout à fait, ouais. J'ai toujours une fidèle tête à. Atma, ouais. Ouais, Ouais, toujours. ouais, ça fait 5 ans que j'ai ça. Ça fait même, ça fait plus de 15 ans que je joue sur Bockner. J'avais une Ecstasy avant, Hmm. et j'ai revendu l'Ecstasy en 2019 pour prendre un modèle plus léger et plus petit parce qu'il fallait que je réduise la taille de mon rack, et du coup, je suis parti sur une tête Atma qui est quand même, on n'est pas loin de l'Ecstasy.
On n'est pas loin de l'ecstasy et du coup ça m'a permis de garder mes repères, les repères que j'avais finalement et surtout de pouvoir adapter la tête. J'ai réussi à la mettre à la raquer en fait pour pouvoir me faire un rack de 10 unités où j'ai absolument tout qui est pré-câblé. J'ai mon système de retour, mon système de repique et ma tête d'ampli dedans. D'accord, oui, voilà, tout est prêt, voilà, tout est prêt, enfin, tout est super optimisé parce que tu es obligé, entre la gestion, le matos, ouais, forcément, Ben c'est. c'est ça, c'est que sur une date, moi j'entends mon prénom 300 fois dans la journée, donc je peux pas passer 1 heure à faire mon installation et 1 heure à désinstaller, donc il faut que ça aille vite. Quand on arrive, moi j'installe, j'allume, je vérifie que ça marche, je mets mes ears, bon c'est bon, dès que je sais que tout marche, je range ma guitare et puis là je peux commencer à tourner et virer et à faire mon boulot de chef d'orchestre du coup. Ouais, ouais, ouais. Du coup, ouais, c'est. Est-ce que, question vite fait, tu utilises enfin, tu utilises un iPad avec les grilles, tout ça, ou tu fais tout de mémoire pour le Ouais, répertoire? j'ai une tablette. Alors j'ai une tablette sur laquelle j'ai toutes mes grilles, mais depuis l'an dernier notamment, je me force. Enfin, de plus en plus, j'apprends par cœur. Et donc, si tu veux, là, la tablette, je l'ai, mais il y a 60. Alors, on est en début de saison là, donc j'ai encore 25% que je connais pas par cœur, mais j'arrive maintenant là, je sais que j'arrive en milieu de saison. La tablette, je tourne les pages pour simplement savoir quel est le morceau qui suit, tu vois, mais la tablette, je la regarde quasiment plus en milieu de saison. C'est fini, je la regarde plus, quoi. Ouais, d'accord. Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ton travail sur YouTube. Ouais, Et donc de ce que tu proposes, ainsi que de ton site, c'est important de le mentionner, puisque tu proposes une formation aux gens qui vont aider, pour les aider à mieux choisir leurs effets, éventuellement à mieux les régler, mieux les câbler, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un exactement. petit peu? Ouais. Alors, ben, c'est pendant le Covid, donc évidemment, on a été le premier à arrêter de travailler. Et puis j'avais en tête depuis des années de faire des vidéos. Alors au départ, c'était surtout des vidéos de démos de matos, parce que je suis très fâché contre les gens qui font des démos en France où souvent, en fait, quand tu regardes une démo de pédale d'effet ou d'un ampli, bah, tu vas avoir un mec qui joue, qui en fout partout, mais qui tourne pas un seul bouton, qui t'explique pas ce que tu peux faire avec le matériel. Et ça m'énervait un peu. Et Hmm. d'ailleurs, ça m'énerve toujours. Ouais, Et du coup, je me suis dit à l'époque, bah, tiens, là maintenant j'ai du temps, bah, je vais faire des démos de matos. J'étais en contact en plus avec des marques qui m'avaient contacté pour ça, notamment Doc Music Station, qui est une marque de pédales boutique française. Et il m'avait contacté, il voulait que je lui fasse des démos, mais à l'époque, je n'étais pas équipé, je savais pas faire, etc. Et puis, j'avais pas forcément le temps. Et puis là, pendant le Covid, j'avais que ça à faire. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer. Donc, j'ai chopé un logiciel pour faire du montage vidéo. J'ai acheté un micro, puis j'ai commencé à me dépatouiller, à essayer de comprendre un peu comment marchait tout ça, comment j'allais m'organiser. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos de démos. Donc, au départ, ça a commencé comme ça. Donc, Doc Music Station m'a envoyé quelques pédales. Et puis, j'ai commencé à faire quelques vidéos de démos sur lesquelles, au début, je ne parlais pas en plus. Parce que justement, je reprochais aux gens soit de trop parler, de raconter leur vie ou de parler d'eux. Et ils tournaient toujours pas un potard sur la pédale pour savoir ce que tu pouvais faire avec. Donc je m'étais dit, mais moi je vais pas parler, je vais aller à l'essentiel et je vais faire comme si les gens étaient dans un magasin de musique où il y a un mec qui leur montre comment, ou comme si eux étaient dans le magasin et qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient dans le magasin pour essayer la pédale. Ben, tu fais pas de dessus et puis tu tournes des boutons pour voir ce que ça fait, quoi. Donc l'idée c'était ça. Et puis finalement, j'ai des gens qui me disaient, bah, tiens, tu pourrais faire des tutos, etc. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai toujours que ça à foutre, puisqu'on était en plein Covid, et ben allez, je vais commencer à faire des tutos. Alors, j'avais jamais parlé devant une caméra, rien du tout, enfin. Et puis je me suis lancé là-dedans, et donc j'ai commencé à faire un tuto, puis deux, puis trois. Et puis j'ai vu que finalement, ça plaisait. Et donc je me suis lancé dans le truc où j'arrivais à sortir à une période de 3 vidéos par semaine, quoi. Donc j'avais un rythme assez effréné. Et puis petit à petit, je commençais à progresser, même au niveau des éclairages, etc. Enfin, je commençais à faire un truc un peu sympa. Et puis finalement, j'ai développé la chaîne YouTube comme ça. Et puis il y a eu quelques centaines d'abonnés, et puis 1000, et puis aujourd'hui on a presque 13 000, quoi. Donc c'est cool, quoi. ouais. Donc, puis il y a des super retours, les gens sont contents. J'ai même des retours de gens qui sont professionnels et qui me disent que ça les aide, donc tant mieux, quoi. Et puis j'ai créé donc cette formation grâce à toi, puisque c'est toi qui m'en avais parlé à l'époque, qui m'avait dit tiens, il faudrait que tu fasses une formation, que tu proposes ça aux gens, et ça sincèrement c'est grâce à toi, donc je te remercie encore. Et donc j'ai créé cette formation qui dure 5 heures où je parle à la fois de, en fait
il y a deux gros axes. Il y a à la fois l'axe sur le choix du matériel, mais que ce soit les amplis ou beaucoup sur les accessoires aussi, parce que ça on en parle peu, mais finalement j'explique aux gens quel type d'accessoires on peut acheter. Je donne des astuces par rapport à ce qui marche et ce qui marche pas en gros. Et puis après il y a une grosse partie qui est la moitié de la formation où là on parle de réglage d'effets, de son, et vraiment où on rentre dans les entrailles de chaque type d'effet et où je montre vraiment qu'est-ce qui se passe quand on cumule même des effets entre eux, etc. Enfin voilà. Donc je rentre vraiment dans le détail pour aider au maximum les gens à trouver finalement leur son et les aider en fonction de tel ou tel type de son qu'ils pourraient chercher. Finalement, c'est ça. Quand on est guitariste, on a un son en tête et on cherche à obtenir ce son-là, quoi. Donc finalement, j'essaie de donner les pistes pour diriger les gens vers telle ou telle direction en fonction du son qu'ils cherchent, quoi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, tu parlais, c'est toi qui coupes tes câbles, qui les soude, qui fait ça aussi Alors non, ça c'est pareil. Alors je suis capable de faire une soudure sur un câble jack, mais par contre faire une soudure, j'ai vraiment compris que ça aussi c'était un métier. Et il y a vraiment il y a le choix de la soudure, c'est vraiment une technique, c'est un métier. Et donc j'ai préféré confier la fabrication des câbles à des gens dont c'est le métier et qui sont très bons là-dedans en plus et qui sont réputés. Donc je travaille avec deux constructeurs français. Il y a Custom Pedal Chain System qui est sur Clermont-Ferrand, qui est un mec qui travaille sur des très très grosses tournées au niveau international même. Donc lui m'a fait tous les longs câbles en fait qui sont dans mon système. Et pour là en ce moment je fais bosser aussi Antoine de chez DESS qui est une marque française aussi qui travaille très bien et qui fait des câbles patch qui me vont parfaitement. Donc là je suis en train d'équiper petit à petit tout le gros pedalboard avec des câbles Mogami et des connectiques Square Plug là, qui sont super, qui tiennent pas de place sur le pédalboard. Donc je suis en train justement de terminer le gros pédalboard avec tout ce câblage là de câble patch, quoi. Parce que j'ai compris aussi que le câblage avait une importance énorme dans le son. J'étais pendant 20 ans, quand j'entendais des gens qui me disaient ouais mais tu prends tel câble ou tel câble, ça sonne pas pareil. Je me disais mais qu'est-ce qu'ils sont cons, putain, c'est pas possible, un câble c'est un câble, quoi. Et puis un jour j'ai eu un vrai câble dans les mains, notamment un câble de Custom Pedal Chain System, et j'ai comparé avec mon câble Cordial qui était monté avec des connectiques neutriques et que je trouvais fantastique. Et bien j'ai eu l'occasion de passer de l'un à l'autre. Et là, quelqu'un qui me dirait il n'y a pas de différence entre les deux, c'est soit qu'il est sourd, soit qu'il est de mauvaise foi. Et quand j'ai eu l'occasion vraiment de tester ça, je me suis dit bon d'accord, alors en fait le câble a une influence sur le son, c'est sûr. Et petit à petit, ben, là je me rends compte qu'à chaque fois que je remplace un câble patch par un autre, et ben tu te rends compte qu'il y a une différence, quoi. C'est pas psychosomatique ni psychologique, Oui, bien sûr. c'est réel. Ouais, ouais. Est-ce que tu connais Pierre Favola Oui, Tu le connais? tout à fait. J'ai eu la Alors on chance s'est jamais de... rencontrés en vrai, mais on discute de temps en temps sur les réseaux, et oui, oui. Je l'ai rencontré en décembre, on a passé la soirée ensemble et tout, etc. Et puis il m'a montré son matos parce que pareil, c'est un fou de matos. Il Ouais, a un système digne d'un Luketer des années 80, ouais, tout à fait. Ouais. incroyable, incroyable. J'avais jamais joué. Alors tiens, j'en ai des frissons là d'en parler. Je n'ai jamais joué sur un matos pareil. Écoute, c'est incroyable, incroyable. Et effectivement, il y a dans le le matos de très haut de gamme, il y a une grosse différence. On peut pas dans le câblage parce que bon, il est un peu ayatollah entre guillemets dans le sens positif du terme et que voilà, c'est un technicien du son aussi. Voilà, il C'est est sûr. guitariste pour Gilbert Montagnier. D'ailleurs, je pense qu'on le recevra sur la chaîne. Donc ça, voilà, il y a vraiment le son, ça change beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, et le câblage a une importance. Moi, j'ai découvert ça là il y a 2 ans à peu près. Quand j'ai commencé à découvrir les câbles au départ de JP là, de Custom Pedal Jet System, j'ai halluciné, quoi. Même sur un câble d'Alim, quoi. Tu prends un câble d'Alim, tu branches un câble d'Alim sur une tête d'ampli, là à lampe, et quand tu prends ces câbles d'Alim, tu te rends compte qu'il y a une différence. En fait, c'est pas qu'elle va améliorer le son, c'est simplement que tu vas éliminer des parasites que tu pouvais avoir avec des câbles de moins bonne qualité. C'est vrai que c'est pas le câble d'Alim qui va améliorer le son. Alors quelque part la répercussion elle en est là, mais c'est simplement que simplement en éliminant les merdes qu'il y a dans ton signal, ben forcément tu améliores ton son, quoi. Ouais, ouais, Et en éliminant les parasites que tu as dans le jus, ben c'est pareil. ouais, tout à fait. Et, Et là quand tu te rends compte de ça, bon, c'est impressionnant, quoi.
Et est-ce que tu peux nous parler de tes coups de cœur, un petit peu de tes coups de cœur matos au niveau des pédales qu'as-tu dans ton pédalboard qui est vraiment immuable? Parce que bon, on change souvent. Hein, des fois, j'imagine tu interchanges un peu des pédales, des Oui, bien trucs comme sûr. ça. Voilà. Alors là, j'ai un élément qui ne change pas depuis des années. C'est un préamp pour guitare acoustique. C'est de la marque Lele, qui est la marque allemande, Hmm. et qui n'existe plus. C'est un modèle qui s'appelle le AkuSwitch Junior. Et en fait, ce truc-là est monstrueux parce qu'en fait, tu peux rentrer une guitare acoustique dedans, la faire ressortir sur une sortie XLR pour aller sur une sono. Tu peux faire rentrer une guitare électrique en parallèle. Et il y a une boucle d'effets dans ce truc-là qui te permet donc d'utiliser les mêmes effets pour la guitare acoustique et la guitare électrique. Et ça, en fait, c'est le cœur finalement de mon système, c'est ça. Et ce truc-là, en plus, n'est plus fabriqué. Donc j'y tiens comme la prunelle de mes yeux parce que le jour où ça lâche, il faut absolument que ça remarche. Et alors, D'accord. ça marche très très bien parce que c'est de la construction allemande, c'est méga Oui. fiable, c'est super bien foutu. Mais du coup, ça me permet d'avoir un super son de guitare acoustique et ça me permet, de par ce routing de cet appareil-là, ça me permet d'utiliser les mêmes effets, donc tout ce qui est modulation, délai, etc. Du coup, j'ai un seul multi-effet qui me sert pour l'acoustique et l'électrique. Et donc, D'accord. ça m'évite de doubler mes effets pour les deux guitares. Et ce truc-là est vraiment super. Sans compter que fait le son de guitare acoustique, pourtant, j'ai pas une guitare acoustique démentielle. J'ai une Martin, mais qui vaut 800 balles. C'est un modèle Oui. mexicain. Oui, oui. C'est pas un truc de ouf. Par contre, c'est une guitare qui est faite pour la scène, c'est très bien. Mais par contre, dès que je branche ma guitare acoustique et que je fais mes balances, les mecs me disent, ouais, putain, ça sonne de ouf, parce qu'il y a ce préamp là qui est monstrueux, quoi. D'accord. Et, Donc ça, c'est le truc, je m'en suis jamais débarrassé, quoi. Enfin, je m'en suis jamais séparé, je l'ai jamais remplacé, et surtout, j'y tiens beaucoup. ouais, d'accord. Et après, tu as tendance à... les pédales sont toutes... J'imagine tu mets certaines pédales en série, certaines pédales en boucle d'effet. Comment tu organises Oui. ton set un petit peu? Ben alors en fait, je suis parti sur cette philosophie-là aussi. Tout ce qui est entre la guitare et l'ampli, donc entre la guitare et le in de l'ampli, j'ai pris le parti de ne mettre que des effets analogiques là-dedans. J'ai pas Ouais, voulu de trucs numériques pour préserver la qualité du signal. Et j'ai en d'accord. plus, donc si tu veux, il n'y a pas grand-chose. Il y a une wah-wah, un envelope filter et 3 overdrive. Donc D'accord. il y a pas énormément de choses. Par contre, les effets mis à part la wah-wah sont placés dans un switcher, ce qui fait que lorsque je n'utilise pas mes effets, ils ne sont pas dans la chaîne d'effets, ils sont isolés. Pour D'accord. finalement préserver au maximum la qualité du signal entre la guitare et l'ampli. D'accord. Donc ça a été cette philosophie-là. Et puis après, dans la boucle d'effets, du coup, j'ai un multi-effet, un vieux Line 6 M13, dont je n'arrive pas à m'en débarrasser non plus. Lui aussi ferait partie des choses que je ne change pas. Je l'ai depuis 2012. Hmm. Et, euh, et je n'arrive absolument pas à passer à autre chose parce que je trouve que l'ergonomie de cet appareil est super. Les sons que j'en tire, j'adore. Tu peux cumuler 4 délais en série. Ça, c'est un truc qui est... Alors, j'en mets rarement 4, mais 3 ou 2, ça m'arrive assez régulièrement. Hmm. Tu peux faire ce genre de choses-là, et c'est surtout très facile à régler. Tu règles ça comme une pédale d'effet en tournant 5 boutons. Tu as au maximum 5 paramètres sur les effets, et tu règles ça exactement comme des pédales standards. Et moi, notamment quand on est en répétition, quand il faut que je fais un maximum de calage d'effets à la maison, mais il arrive forcément à répétition, au moment, ah ben tiens, on va caler un délai peut-être un petit peu plus fort, moins fort, ou rajouter un Oui, octaveur, ou je ne sais quoi. Et bien là, ça me permet de rentrer dans la machine et de caler mon truc en 1 minute. Mon son, il est programmé, et puis c'est fini. J'ai pas à rentrer dans des menus, à brancher un ordinateur ou ce genre de choses-là, tu vois. oui, bien sûr. Donc, voilà, ce M13 de chez Line 6 reste mon multi-effet favori. Et puis surtout, tu arrives à obtenir ce que tu veux. À une époque, pour la petite histoire, j'avais une reverb Strymon, donc la Blue Sky, qui est une super reverb Hmm. qui est Hmm. fantastique. Et j'avais justement calé donc un son de reverb qui était très bien sur la Strymon, et puis je me suis dit je vais essayer en trifouillant d'obtenir le même son avec un des presets, enfin un des effets du M13, et je suis arrivé au même résultat. J'ai passé une petite demi-heure, et puis en tournant les potards, clac, et puis à un moment en faisant un test AB, c'était impossible de faire la différence entre les deux. Hmm. D'accord. Ok. Et quels sont tes 3 overdrive que tu as en ce moment? Alors ça change tous les jours. Oui, bah oui. J'essaie d'avoir quelque chose C'est de pour ça que stable, mais en fait pas du j'ai tout. précisé en ce moment. Ça change régulièrement. Non, il y en a une qui ne change pas depuis un moment. J'ai un modèle de chez Dolmen Effects, qui est une marque bretonne.
c'est la Gwen Drive. Donc là, ça me permet d'avoir un overdrive très très léger. Vraiment, ça colore le son clair. Et celle-là, je m'en sépare pas parce que j'ai essayé d'autres choses. Je l'ai comparé avec d'autres modèles et à chaque fois, je reviens à celle-ci parce que enfin, je l'enlève même pas parce qu'elle a vraiment une qualité sonore qui est super par rapport à ce que je cherche en tout cas. Et dans ce registre-là, elle est vraiment super cette pédale. Après, là, j'ai toujours une Tube Screamer, donc ça change. Un coup, c'est une mini, un coup, c'est une plus grosse, un coup, c'est une 9, une 808. Donc, alors là, en ce moment, c'est la TS Mini de chez Ibanez, qui est très très bien. Et Puis puis j'ai pris la Mini parce que j'ai pas trop de place, mais c'est très bien. pour la TS9, on est d'accord pour dire que. Alors, il existe différents millésimes, on peut le dire quand même, que selon Bien les sûr. années, etc. Et puis après, tu as aussi des fabricants, enfin certains fabricants qui customisent en fait les TS9 en Oui, changeant tout à certains fait. composants. Tu trouves de tout. Donc moi j'ai voulu revenir, j'en ai eu des camions d'Ibanez, enfin de Tube Screamer, Ouais, ouais, ouais. que ce soit chez Ibanez, chez Maxon ou chez d'autres fabricants Oui. même qui faisaient La de la Maxon est très reproduction de Tube bien. Screamer, etc. Maxon c'est super. Ouais. Là ben, dernièrement j'ai fait un comparatif en vidéo justement entre la Maxon, la OD808 et la TS9, enfin la TS Mini justement, Ouais. où on est, enfin c'est forcément, il y a une différence parce que quand tu branches les deux pédales, il y en a une, mais tu peux arriver à avoir le son de l'une en tournant les boutons de l'autre. Enfin, et Oui. concrètement, on est à quelque chose d'extrêmement proche. Et donc là, je suis parti simplement sur la version mini parce que j'ai un problème de place sur le pédalboard et qu'il fallait que, enfin, ça m'arrangeait plus d'avoir la version mini, tout Oui, simplement. oui, bien sûr. Ouais. Et en troisième, eh bien là, j'avais une bébé préamp de chez Exotic que j'ai encore, mais qui est à la vente depuis pas très longtemps. Et parce que je l'ai comparé là, j'ai bossé avec Doc Music Station là sur une nouveauté. J'ai fait une démo il y a pas très longtemps sur une pédale qui reproduit enfin qui est le fait une pédale faite dans l'esprit de la Blues Driver de chez Boss, Hmm. mais plus de la Blues Driver version mode Kiley quoi, donc avec un boost de basse etc. Et puis là tout à l'heure justement, je me suis amusé à faire un comparatif avant qu'on fasse l'interview là, je me suis amusé à faire un comparo entre les deux, entre la BB Preamp et la Bluesmaster là de chez Doc Music Station et je suis arrivé à des résultats extrêmement proches et donc là ce week-end là, je vais faire le week-end qui arrive sur les prestats qui arrivent avec la Bluesmaster justement parce que je suis arrivé à des trucs très semblables et puis j'aime bien avoir du français sur mon pedalboard et dans mon rack donc dès que je peux je mets du français donc je vais Hmm. essayer de garder la Bluesmaster pour tout simplement avoir du français et puis parce que je suis arrivé vraiment à des résultats très très proches au niveau du son et je pense que ça va le faire quoi. Ah, c'est vachement intéressant ça. C'est vrai que oui, c'est vrai, la BB Préamp, ouais, je l'ai aussi. C'est vrai que c'est pareil, c'est bon, c'est un peu une valeur sûre, on va dire entre guillemets, Oui, totalement, totalement. exotique. Ouais. J'avais une autre question aussi. Est-ce que tu n'utilises que le clair du Bogner en préamp ou tu utilises des fois la Non, distort et le crunch? Voilà. non, il y a trois canaux sur l'ampli, Ouais. j'utilise les trois canaux et par contre, du coup, je me fais des combinaisons avec les overdrive, donc il peut m'arriver de mettre les overdrive en plus sur le canal crunch ou sur le canal saturé ou Oui. sur le son clair, évidemment. Donc je me fais toutes ces combinaisons-là. En fait, c'est ce qui me permet de varier les grains finalement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin de polyvalence dans le bal, donc j'ai pas 36, j'utilise pas, tu peux pas utiliser un son par morceau, sinon tu passes, c'est trop compliqué. Donc je pars du principe que j'ai mes trois sons sur mon canal clair, plus mes trois overdrive, et avec tout ça, enfin sur l'ampli j'ai mes trois sons, pardon, et j'ai mes trois overdrive, et avec tout ça j'ai toutes les combinaisons possibles et imaginables, donc qui me permettent de varier mes grains aisément, quoi. Et on n'a pas parlé, alors on n'a pas parlé de guitare, c'est vrai que je suis beaucoup plus passionné par les pédales. Je sais pas, il y a un petit côté, tu sais, Hum. crise de gaz, crise de gaz, fétichisme avec les pédales parce qu'elles sont jolies, il y a des jolies couleurs. Tu sais, c'est un peu, enfin, Oui, puis ça coûte moins cher d'acheter des pédales que des guitares oui, aussi. tout à fait. Puis ça prend moins de place aussi, quoi. C'est C'est ça, sûr. Plus les fly c'est ça. case et tout ça. Exact. Quelle guitare tu prends combien de guitares en général en prestation Alors là, cet été, j'en prends quatre. Je prends trois électriques et une acoustique. Donc l'acoustique, bah, c'est forcément pour les parties acoustiques. Et pour les parties électriques, en gros, j'ai une Strat Custom Shop dont j'ai fait l'acquisition il y a pas très longtemps. Au départ, j'avais pas du tout l'intention ni d'acheter cette guitare-là, ni de prendre ce type de guitare-là sur scène. Et puis j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition de cette gratte-là, qui est absolument démentielle.
Et donc pendant les répétitions, je l'ai prise, mais sans savoir si j'allais encore la prendre cet été. Et puis finalement, on s'est rendu compte que qu'en termes de son, il y avait quand même un grain oufissime. Et vu qu'on a quand même un répertoire qui s'y prêtait beaucoup, avec beaucoup de rythmique disco, de rythmique funk, là c'est quasiment la moitié du répertoire qui est foutu avec ça. Donc du coup, je prends la Strat finalement cet été pour couvrir la première moitié du répertoire est faite avec exclusivement la Strat, parce qu'il y a vraiment toute cette rythmique funk et disco là où du coup t'as vraiment le grain qui est juste parfait pour ça. Et puis en plus, elle a une résonance monstrueuse, cette pelle, c'est ahurissant. Et ensuite, j'ai une Luke que j'utilise donc de Music Man sur la deuxième partie du répertoire, simplement parce que là, je commence à avoir besoin après d'un micro double. Donc ça me permet d'avoir ces sons-là. Et puis là, c'est une Luke, c'est pareil, c'est un modèle Ball Family Reserve, donc c'est l'équivalent des Custom Shop chez Music Man. Donc même si je passe de l'une à l'autre, de la Strat à la Luke, sur les sons clairs, je suis pas perdant non plus. Enfin, il n'y a pas un énorme fossé entre les deux finalement. Donc même je casserai une corde sur la Strat et je finirai la presta avec la Luke, ça serait absolument pas un problème. Et donc voilà, donc j'ai la Luke qui me sert de deuxième guitare, enfin pour faire la deuxième partie du répertoire finalement. Et puis ensuite j'ai une guitare de spare qui est une Music Man aussi, une Silhouette qui est équipée avec un kit EMG Lucator également et qui me sert de spare, c'est-à-dire que elle, si vraiment je casse et une corde sur la Strat et une corde sur la Luke, je peux terminer avec la Silhouette et assurer la partie sans problème non plus. D'accord. Ok, donc il faut tout prévoir parce que tout va très vite, tout est calé avec les lights, l'injection, les danseuses, les cuivres, les machins, les patins, les couffins. Oui, puis les morceaux s'enchaînent à une vitesse folle, quoi. Là, il y a 5 secondes de battement entre deux morceaux, quoi. Ouais, et puis toute la journée, toi en plus, ils t'ont chargé mentalement. Kevin, Kevin, où est-ce qu'on se change? Kevin, qu'est-ce qu'on mange? À quelle heure on mange? Kevin, c'est qui le truc? Voilà, c'est ça. T'es un peu le papa du truc, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Donc, c'est pas de 20 personnes, quoi. Voilà, et puis après, c'est Kevin, les papiers, Kevin, la paye, Kevin, on dort où, Kevin, on part quand, voilà. C'est exactement ça, on dort où, etc., quoi. Donc pendant 4 heures, en fait, après, quand je suis sur scène, finalement, c'est pendant 4 heures, je suis en vacances. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Là, je peux faire mon boulot de guitariste tranquillement et prendre mon plaisir sur scène. Avec mon matos, mes effets et les morceaux et le sourire des gens, parce qu'on fait ce boulot pour ça, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y a des. Alors je vous invite à aller voir un petit peu sur la page de Kevin. Kevin est quand même assez actif sur Facebook aussi, où tu postes pas mal de trucs inhérents à l'orchestre, donc les beaux endroits où vous jouez, etc. Il y a des extraits de live, etc. Dans la description, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos concernant Kevin. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis il y a aussi son site où il propose sa formation. Est-ce que Kevin, tu as quelque chose à dire à l'audience avant que nous raccrochions? Eh bien écoute, en tout cas, oui, je te remercie encore une fois pour ce moment. Je viens de voir qu'on a passé 1 heure ensemble, j'ai pas vu passer l'heure, tu vois, donc c'est bon signe. Donc c'est cool. Ben merci à toi de mettre en avant les acteurs, les différents acteurs du milieu musical. Là, j'ai vu qu'il y avait Ludovic Aygrasse, qu'il y avait Jean Fontani, etc. Donc c'est cool parce que tu mets en avant tous ces gens-là. Alors il y en a qui sont moins connus que d'autres, je pense à moi, parce que moi au départ, il y a 3 ans en arrière, j'étais inconnu de tout le monde, donc là j'en suis là et c'est cool. C'est marrant d'ailleurs, il y a des anecdotes parce que des fois je me retrouve sur des prestats et ah mais tiens, mais toi je t'ai vu, t'es sur YouTube, machin, donc c'est marrant parce que il y a toujours ça arrive, mais ça n'arrivait pas encore il y a pas longtemps, donc et puis merci encore une fois de m'avoir invité. C'est la 3e fois qu'on fait quelque chose ensemble là, donc c'est cool et merci pour ta bienveillance et ta générosité envers les gens en tout cas, quoi. Ah bah écoute, je te remercie, c'est moi qui te remercie d'être venu, de toujours répondre présent, puisque nous avions fait 2 épisodes sur le podcast où nous avions fait une présentation et puis on avait fait un épisode un peu humoristique. Docteur, j'ai une crise de gaz, est-ce grave? Je me souviens, on avait bien rigolé, on avait même parlé d'autocombustion, si tu t'en souviens. De combustion spontanée. Combustion spontanée, dans le film Spinal Tap, oui, tout à fait. Ouais. Donc on avait bien rigolé aussi. Et écoute, en tout cas, je te remercie bien d'être venu. Donc les amis, tout est dans la description, là en dessous, comme d'hab. Et puis moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao. Salut.